Laure Girard pour la présentation de ce journal du mardi 15 décembre. Au sommaire de cette édition, Laure, les services de Pôle emploi continuent leur transformation. Depuis ce mardi, 13 conseillers sont affectés uniquement au contrôle des personnes en recherche d'emploi. Objectif pour les agences, limiter la fraude, mais aussi mieux accompagner les usagers. Une compétition internationale de jeux vidéo au Mans, elle avait lieu tout le week-end dans une ambiance studieuse et feutrée, rencontre avec ses programmateurs capables de créer de A à Z un jeu vidéo en 72 heures. Et puis la victoire nette et sans bavure du MSB face à Strasbourg, c'était ce lundi en championnat de Pro A. L'invité de l'info ce soir, c'est Yves Bress, le président du festival Les Photographiques qui a lieu chaque année en mars au Mans, un festival de photos organisé depuis 1983 mais menacé financièrement aujourd'hui. Du nouveau dans les agences de Pôle emploi. À l'échelle de la région, 13 conseillers sont depuis ce mardi exclusivement affectés au contrôle des demandeurs d'emploi, une mesure censée faire reculer la fraude, mais aussi permettre de remotiver les demandeurs d'emploi dans leur recherche. Florent Clavel. Chaque année en Pays de la Loire, 12 000 chômeurs seront pris dans leur radar. C'est l'objectif fixé aux 13 contrôleurs Pôle emploi qui ont pris leur poste ce lundi à Nantes. Nous avons choisi le principe d'avoir une équipe dédiée, spécifique au contrôle de la recherche d'emploi, pour que les conseillers en accompagnement fassent vraiment de l'accompagnement de demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi qui seront en grande majorité contrôlés de façon aléatoire, assure la direction. D'autres critères également, signalement d'un conseiller, refus de postuler à une ou plusieurs offres dans sa filière, ou encore non-reprise d'une activité dans les 6 mois qui suivent une formation. Des associations de demandeurs d'emploi parlent de flicage. Faux, répond Pôle emploi. Ce n'est absolument pas du flicage. On s'aperçoit bien que lors d'une recherche d'emploi, il y a des moments très actifs, principalement au début, et par la suite, celle-ci peut diminuer. Et donc ça permet aussi d'avoir un réel entretien et de rebooster éventuellement le demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi. Il n'empêche, ces contrôles devraient permettre à Pôle emploi de débusquer plus facilement les fraudeurs. En France, il coûterait 100 millions d'euros sur les 30 milliards d'allocations chômage versées chaque année. Que pensent les demandeurs d'emploi de cette mesure? Dans l'ensemble, ils y sont favorables, à quelques réserves près. Je pense qu'il y a des gens qui profitent. Et je pense qu'il y a des gens qui essayent de travailler et ils n'ont pas droit aux allocations. Ce sera peut-être à mieux, à plus, parce qu'on voit déjà par nos conseillers. Des fois, on les a par téléphone, on n'entend pas vraiment. Pour moi, ça sera un suivi un peu plus. C'est pas le tout d'embaucher des personnes pour surveiller. Enfin, moi, j'ai rien contre ça, mais il y a déjà beaucoup de monde au Pôle emploi. Et c'est surtout que ce soit des gens très très compétents qui nous informent dans de bonnes conditions, quoi. Le contrôle renforcé, une mesure nécessaire donc, mais pas suffisante selon les demandeurs d'emploi, qui réclament accompagnement et suivi personnalisé poussé. La Sarthe compte aujourd'hui 29 000 chômeurs. En bref, le nouveau président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, a rencontré le Premier ministre Manuel Valls ce mardi après-midi. L'objet de cette rencontre, le projet d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bruno Retailleau l'a clamé tout au long de sa campagne pour les régionales. Je cite, « La situation à Notre-Dame-des-Landes n'a que trop duré. Il souhaite que le projet d'aéroport international se débloque au plus vite. » De son côté, l'écologiste Sophie Bringui, tête de liste Europe Écologie Les Verts en Sarthe, reconduite à la région, dénonce dans un communiqué un premier acte en tant que président symbolique et totalement décalé, je cite également, par rapport aux difficultés quotidiennes des habitants. Et puis, en bref, une collision a fait un mort sur la route ce mardi matin. Oui, un peu avant 2h du matin, le conducteur du véhicule a, semble-t-il, fait une sortie de route à hauteur de Neuville-Avlay, près de Conly. Le jeune homme, âgé de 35 ans, est décédé sur place. C'est l'heure d'accueillir l'invité de l'info, Yves Bress, bonsoir. Bonsoir Yves Bress. Vous êtes président du festival Les Photographiques. Alors, ce festival, on le connaît depuis 1983, pas 1800. 1983, il est organisé au Mans. Aujourd'hui, il est menacé d'une certaine manière financièrement. Pourquoi? En tout cas, quelles sont vos craintes? Oui, menacé, je n'utiliserai pas le terme. Disons qu'il est fragilisé. Fragilisé parce que cette année, les soutiens de la collectivité, de la ville du Mans notamment, ont diminué de manière sensible. Notre subvention a été diminuée d'environ 22%.
D'autres aides concrètes qui nous étaient apportées nous ont été facturées. Donc, c'est-à-dire, avant, c'est vrai que on vous prêtait des salles. Voilà. Alors, c'est pas sur les salles, c'est sur un certain nombre d'autres choses liées notamment à la communication, des frais d'impression, des choses comme ça, qui nous ont été partiellement facturées. Bon, de manière qui nous a surpris et donc qui ne nous avait pas permis de prévoir pour cette année les budgets suffisants. Donc on a sur 2015 un déficit sensible et donc ça nous amène à préparer 2016 dans une situation qui est difficile, d'autant qu'on sait bien que les aides et les soutiens ne remonteront pas cette année. Et on espère même que le conseil municipal de demain ne nous réservera pas de mauvaises surprises. Oui, parce que demain, ce mercredi, au conseil municipal du Mans, on vote le budget prévisionnel voilà. Pour l'année prochaine. Et vous espérez effectivement qu'on ne va pas vous supprimer encore plus de subventions. Pour qu'on comprenne bien, une association comme la vôtre qui est composée exclusivement de bénévoles finalement et qui organise un festival annuel d'importance finalement en Sarthe, ça tourne avec un budget de combien à peu près? C'est pas des sommes astronomiques? Non, c'est pas des sommes astronomiques. En budget à proprement parler, on tourne autour de 20 000 euros. Plus, on peut considérer à peu près l'équivalent en valorisation de prestations locaux, effectivement, et un certain nombre de prestations que la collectivité, notamment la ville du Mans, nous met à disposition dans des conditions qu'aujourd'hui on ne connaît pas, puisque les nouveaux tarifs, les nouvelles manières de mettre ces choses à notre disposition ne sont pas encore arrêtées, elles ne seront que demain soir. Aujourd'hui, vous êtes obligé de créer un nouveau système de financement, finalement. Vous vous êtes inscrit sur les sites que l'on connaît de financement participatif, Ulule, pour vous, en ce qui vous concerne, pour préparer le budget, le prévisionnel des années futures. Concrètement, vous avez besoin de combien? Voilà, donc on a lancé un appel pour 3 500 euros pour cette année, sachant que l'appel sur Ulule est, nous semble-t-il, un appel ponctuel. On ne peut pas construire un budget sur ce type de financement régulièrement. Donc l'objectif, c'est d'une part de nous assurer la continuité jusqu'à l'année prochaine, de développer et de renforcer notre communication de manière à nous donner une visibilité renforcée et d'aller chercher davantage, nous en avons un peu cette année, davantage de mécénat d'entreprises qui là devraient nous permettre d'avoir un relais par rapport au financement public qui vont nous faire défaut. Alors en termes de communication, fort heureusement, il y a les réseaux sociaux qui marchent bien, que vous alimentez pas mal, notamment Facebook, votre page Facebook photographique, tout simplement, qui est très active. Un mot quand même sur la prochaine édition, celle de mars, du 5 au 27 mars, ce sera la 34e édition, avec pour thème cette année la photographie dite humaniste, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous voulez, cette année, nous avons... nous allons ouvrir les photographiques par anticipation dès le 26 février avec une exposition de Georges Caglia. C'est un hommage, c'est un hommage. On voit une de ses photos justement, vous mettez en avant. Georges Caglia qui est disparu cette année et qui était un des piliers et de la photographie en Sarthe et du Festival de l'image. Et autour de cette exposition, nous allons effectivement présenter des images d'auteurs qui sont des héritiers, sans être des prolongateurs de la photographie humaniste. La photographie humaniste, c'est quoi? C'est Doisneau Alors, historiquement, c'est Doisneau, c'est Cartier-Bresson, etc. Bien évidemment, aujourd'hui, les valeurs de la photographie humaniste se traduisent dans des formes complètement différentes. On aura des photographes comme Dailleux, comme un photographe suédois qui viendra avec des photos de réfugiés, enfin des choses. Et pour terminer, il faut rappeler aux téléspectateurs que les photographies mettent en avant beaucoup de créateurs locaux et sartois, donc c'est important aussi à souligner. Il y aura 2 créateurs locaux cette
année Jean-François Molière et Guy Durand, et puis des jeunes qui seront accueillis à la MJC du Ronceret notamment, et des élèves de l'École des Beaux-Arts. Alors pour tous les renseignements, il y a votre Facebook, je le disais, et puis bien sûr le site internet photographique.org. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Et de la photographie, place maintenant aux jeux vidéo. Le week-end dernier, il y avait une compétition internationale de jeux vidéo qui s'est tenue en Sarthe-Lor. Pendant 72 heures d'affilée, 2 équipes de développeurs sartois se sont affrontées pour créer de toutes pièces leurs propres jeux vidéo. Fin de l'épreuve, ce mardi matin à 3h, Bérénice Angot a rencontré ces jeunes cracks de l'informatique en plein travail. 36 heures après le début du concours, les premières esquisses font leur apparition. Ici un monstre, là un univers. Mais à l'annonce des thèmes, ça n'est pas le héros que l'on crée en premier. On voit si ça nous inspire déjà. On essaie de trouver une idée qui colle, une idée de jeu. Pas forcément tout de suite l'univers, etc. Mais vraiment un gameplay, des règles du jeu, un but, quelque chose qui puisse fonctionner avec ces thèmes, quoi. Et pour l'équipe 2, novice dans cette compétition, le démarrage a été difficile. C'est quelque chose qui fait un petit peu peur. Au début, on se dit il y a 12 heures qui sont passées et au final, on n'a toujours pas de direction précise dans laquelle aller, quoi. La création du jeu se passe aussi vers le studio. Ici, on crée l'univers du jeu grâce à des bruitages. Donc le jeu se passe dans un estomac et hier j'ai passé 1 heure ou 2 dans la cuisine à enregistrer des tomates qui tombaient dans de l'eau pour faire des choses un peu aquatiques, donc des bruits d'eau, des glouglous et des choses comme ça, des bulles, pour que ça ait un côté estomac. Et maintenant, il manque l'ingrédient essentiel pour un bon jeu vidéo. La musique, maestro. Elle peut annoncer des choses qui vont se passer, elle peut aider le joueur à identifier si l'action est bonne ou mauvaise, elle peut créer un sentiment, disons, d'oppression, enfin voilà, elle participe, elle est vraiment là en tant que guide pour le joueur. D'ici un mois, le jury dévoilera le classement. Les années précédentes, certains jeux ont pu être commercialisés. Mais avant tout, cette compétition a pour but de réunir ces passionnés du monde virtuel. Et on termine ce journal avec du basket et la victoire des Tangos contre Strasbourg. Après la déception du dernier match en Eurocup, le MSB renoue avec la victoire en championnat de France Pro A. L'équipe a fait le show lundi soir à Antares et bat la SIG 79-70. Le résumé en images. La balle à Chris Lofton. L'arrière Manceau est auteur de 28 points, dont 8 paniers à 3 points, mais aussi auteur de passes remarquables comme celle-ci. Avec un joueur aussi inspiré et un jeu plus collectif, les Manceaux ont tout simplement dominé la SIG tout au long de la rencontre. Et pourtant, Strasbourg, champion en titre, leur donne du fil à retordre. La SIG sait être dangereuse, comme en cette fin de première mi-temps à coup de triple. L'écart n'est que de 6 points. 48-42. Les Manceaux n'attendent pas pour creuser cet écart au retour des vestiaires et confortent leur avantage. La SIG est ébranlée et perd totalement le contrôle de sa défense, déjà mise à mal. Le résultat est sans appel et sera sans doute bon pour le moral des troupes d'Herman Kunter, qui se relance en championnat de Pro A et passe 5e au classement général devant Dijon et Strasbourg. Prochain match des Tangos en Pro A, samedi prochain, face à l'Asvel, à Antares. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Laure Girard. Merci Julien. Retour de l'info sur LMTV demain 18h30. Je vous rappelle que nous passons en grille d'été à partir du 21 décembre. Toutes les informations sur... Grille d'hiver de Noël. Grille de Noël plutôt, Julien. C'est parce qu'il fait chaud sur ce plateau. En grille de Noël, donc le 21 décembre, vous pouvez avoir les informations concernant cette grille sur notre site internet lmtv.fr. Je vous retrouve normalement d'ici quelques instants pour le bocal local, si tout va bien, mais c'est pas sûr.